Alors, pour l'intérêt de notre étude, c'est pour avoir déjà un feedback sur notre pratique, c'est toujours important, c'est de dire finalement que la meilleure stratégie, c'est souvent aussi celle qui est adaptée au contexte dans lequel on travaille, à la fois socio-culturel et économique locale. Ça permet aussi de montrer le positionnement du médecin impair à la fois sur le plan diagnostique, c'est très important, et thérapeutique, et ça nous permet aussi de partager nos expériences et de discuter. Matériel et méthode. 58 patients, 24 femmes, 34 hommes. Critères d'inclusion, douleur de l'épaule aiguë ou chronique faisant suspecter une souffrance des structures anatomiques sous-jacentes. La disponibilité à la fois physique ou par téléphone du patient, surtout au moment de l'évolution à 6 mois. Les critères d'exclusion, cervicalgie, avec ou non une névralgie cervico-brachiale, trapézalgie par troubles musculo-squelettiques, les myopathies, le syndrome de défilé thoraco-brachiaux, le rhumatisme inflammatoire ou métabolique, instabilité gléno-humérale par luxation ou primaire, les fractures de la tête humérale ou les luxations ou instabilité acromioclaviculaire. Alors, pour nos épaules, l'évaluation des douleurs et de la fonction a été faite par le questionnaire de Spady qui a été traduit en arabe par nos confrères tunisiens au début du traitement, à la fin, au début, de la prise en charge, la fin du traitement et à 6 mois. L'échographie a été faite chez 89%, ce qui représente à peu près 84% des patients. Et on verra qu'est-ce que ça a donné. Les infiltrations ont été faites chez presque un patient sur deux, 51% des patients. Ça avait pour but de soulager les patients avec de commencer une rééducation, c'est très important, et à la fois ça permet de gagner la confiance de nos patients, surtout en pratique libérale, c'est très important de soulager votre patient le plus vite possible. Alors, pour les résultats, alors l'échographie, ça nous a permis de donner des résultats, des diagnostics plus précis. Le acromioclaviculaire dysfonctionnel seul en poussée inflammatoire, c'est dans 18% des cas, ça vous montre que c'est en fait un patient sur 5. 51% ont une lésion de supraépineux. Et cette lésion est associée dans 28% des cas à une pathologie de la coiffe de l'acromioclaviculaire, une rupture partielle de sous-épineux. Les ruptures partielles de supraépineux isolées sont quand même assez rares, c'est 9 patients, et les tendinopathies calcifiantes du supraépineux. Les bursites sous-acromiodéltoïdiennes n'étaient jamais isolées, et on avait 6 patients sur le reste. Les capsulites rétractiles en phase inflammatoire se représentaient comme 14 patients, et une échographie sans anomalie, ce n'était que dans 2 cas sur 49, ce qui représente un taux de 0,04%. Les tendinopathies du subscapulaire, on avait quand même 2 qui avaient des douleurs, en fait, surtout en rotation externe. Alors, les résultats exprimés par le Spady, qui est en fait un questionnaire, comme je vous ai dit, qui comporte une partie douleur, une partie handicap. Alors, on avait vraiment à la fin du traitement un soulagement de 62,11%. Et à 6 mois après, bien sûr, le traitement, on avait quand même une récidive des douleurs chez presque 40% des patients. Ça concorde relativement avec tous les résultats de la littérature. On voit ici l'évolution de l'EVA numérique. Au début, en moyenne, on avait 7,8 sur 10. À la fin du traitement, 3,2. À 6 mois, 4,7. Une différence de 39,7%. En discussion, ce qu'il faut retenir, que pour nous, en libéral, et surtout à Tanger, c'est vraiment particulier, on avait une moyenne de 6 séances. C'est comme ça. On a toujours prescrit en moyenne 12 à 15 séances par patient. C'était 12% des patients qui en ont fait. 12% des patients, ce qui représente 7 sur 49, ont fait les 15 séances. Et 24% on n'en fait aucune, parce qu'une fois soulagés par l'infiltration, on les voit plus. Ceci dit, on les voit bien sûr dans les contrôles, on leur a téléphoné. Les patients soulagés après infiltration à plus de 90%, bien sûr, c'est pour nous une crédibilité, certes, mais attention aux fausses croyances à propos des infiltrations concernant les patients dans notre contexte marocain qui pensent toujours que les infiltrations c'est mauvais, ça donne de l'ostéoporose, ce qui est d'ailleurs faux, bien sûr. Pour ce qui concerne les résultats en termes de douleur et de fonction, nous avons dit qu'ici, globalement, concordant avec les littératures, au moins 40% des patients, on le sait très bien, gardent des douleurs à long terme de l'épaule. Alors le Spady, pourquoi? Parce que finalement, c'est un questionnaire qui se remplit en 3-4 minutes maximum, qui est très simplifié, avec une partie
douleurs ou évaluation des douleurs sur une échelle numérique de 10, une évaluation de l'handicap, et ça nous permet aussi de le remplir par téléphone. C'est des choses qui ont été déjà validées aussi bien en Turquie parce qu'il y a une version turque et en Allemagne parce qu'il y a une version allemande. Finalement, l'échographie, on l'a utilisé comme outil et nous trouvons que j'ai toujours encouragé l'usage de l'échographie pour nous rééducateurs. C'est déjà la mode pour le rhumatologue pour l'instant, mais nous, bien sûr, il le faut parce que ça nous permet aussi d'évaluer nos patients au moment de la rééducation pour voir pourquoi des fois il y a une récidive des douleurs, une exacerbation des douleurs. La rééducation, oui, on l'a déjà dit que c'est indispensable, c'est très bien, c'est déjà, on défend notre paroisse, mais là, pour en faire une bonne rééducation, il faut un BABA qui connaît très bien l'anatomie et la biomécanique, les chaînes cinétiques, les traits musculaires. Le reste, j'en passe parce qu'on a déjà parlé. La progression dépend de beaucoup de facteurs. Le temps, peu importe pour un meilleur résultat. En libéral, c'est une équation quand même qui est difficile parce que les gens payent de leur propre poche et attendent que les mutuelles le remboursent et on a certains qui aussi n'ont pas de mutuelle. Donc pour eux, c'est très important le coût. Les exigences des patients sont devenues de plus en plus ardues et difficiles. Nos patients ne sont pas faciles comme qu'ils les étaient avant. Vous le savez très bien. Ils deviennent de plus en plus exigeants. Ils cherchent de plus en plus sur Internet. Et d'ailleurs, ceux qui ne cherchent pas sur Internet sont aussi difficiles à gérer. Bien, les vitesses d'apprentissage et d'acquisition du contrôle sensorimoteur de l'épaule, qui est quand même une condition indispensable pour un meilleur résultat, il dépend de plusieurs facteurs. Il dépend de l'âge, vous le savez très bien, de l'intelligence émotionnelle, de la motivation des patients. Un patient qui fait rien chez lui et qui aussi ne participe pas d'une manière très dynamique à ses séances, qui pense qu'il faudra toujours se mettre à côté de lui pour travailler avec lui, sinon il fait pas de la rééducation. Des fois, quand on donne une haltère à une patiente, on lui demande de faire un exercice, il se fâche et il veut toujours qu'on lui mette un appareil dessus, même à titre de placebo. Ça, je trouve, c'est quand même très difficile pour nous, un médecin éducateur au Maroc. La capacité physique et cognitive des patients joue un rôle très important, particulièrement en termes de concentration d'apprentissage. Les transferts contre transferts et les bénéfices secondaires, ça vous le savez très bien, c'est un peu de la psychologie de communication entre patients et médecins. Ça joue pour toutes les pathologies, particulièrement les pathologies douloureuses chroniques et particulièrement de l'appareil locomoteur. Les croyances, il en existe énormément au Maroc et surtout des fausses. Les comorbidités associées, oui. Alors, en conclusion, je le fais en schéma, pas en texte, la douleur dans l'épaule ou la pathologie de l'épaule qui n'est que l'iceberg saillant de tout un processus en dessous qui est plus important que cette douleur en elle-même. Il faut toujours voir vos patients dans tous les sens, particulièrement de derrière, pour voir la scapula, le rythme scapulo-huméral, ne pas l'oublier. L'échographie joue et la radiographie standard nous permettent d'avoir le diagnostic dans plus de 90% des cas. C'est rare quand je demande des IRM surtout ou un autre scanner, surtout pour un bilan préopératoire, pour une pathologie de la coiffe et ou autre. La rééducation ne doit pas regarder que l'épaule ou le scapulo-huméral, mais regarder tout un ensemble, être plus global. Lorsqu'on comprend pas grand-chose et on a des difficultés, il faut pas hésiter à passer le relais. Pour le patient, sachez que c'est un homo sapiens qui doit apprendre et que finalement, je laisse cette vidéo un petit peu amusante que je trouvais sur Internet. Vous voyez que si on veut vraiment apprendre à faire ou à exécuter, c'est simple, il faut le faire, il faut avoir l'envie et de la motivation. Et en termes de rééducation, ça marche très bien avec les patients vraiment qui sont assidus, les patients qui font ce qu'ils ont à faire et les patients qui sont à l'écoute, comme bien sûr les médecins qui doivent être aussi à l'écoute. Je termine, je vous remercie de votre attention, de votre patience. C'était lent, mais finalement on y est arrivé. Je vous remercie beaucoup et désolé du temps qui était relativement lent. Merci.